On va essayer ici. Regardez, même le logo de Coria. Hop. Je ne l'avais jamais vu en, en végétalisé. On va digitaliser carrément. Ouais. OK. Eh bien, c'est impeccable pour moi. On peut, alors, attends, hop, je vais afficher le chat pour que tout le monde puisse. Hop. Voilà, j'ai mis le chat. On peut commencer. Je vais partager. C'est Tac, bon. partout. Je vais retrouver la présentation. Fichier. OK. C'est bon? Vous la voyez, ouais? Oui, c'est parfait. C'est bon. OK. Bon, ben, on va commencer. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce point sondage, un lundi de Pentecôte. On ne sait pas si finalement c'est une date qui est bonne, pas bonne. Est-ce que les psychomotriciens travaillent aujourd'hui ou pas? Euh, Tu sais, toi, Alexandre? Ah bah, en tout cas, oui, j'en ai un paquet là qui travaille aujourd'hui, Ok. autour de moi en tout cas. Oh, 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 d'accord, autour de toi. Ouais, mais nationalement, c'est une question. Ouais, Euh, pas moi au sens, au sens national. ah, ok, d'accord. Je pensais dans le cabinet et la RPM, mais ok. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Florian. Je suis le créateur de l'application Docorga que j'ai créée il y a 10 ans pour mon frère qui est psychomotricien en libéral et notamment avec des discussions que j'avais eues à l'origine avec Alexandre. Donc, c'est toujours un plaisir de co-animer des événements ou des présentations comme celle-ci avec Alexandre qui était au tout début de Docoria, de l'expérience que j'ai pu avoir avec les psychomotriciens. Donc, maintenant, ça fait 10 ans et plus avec mon frère évidemment que je vous côtoie. Et ce point est assez inédit pour nous, mais est une logique assez normale de créer un sondage pour mieux vous connaître, bien qu'on vous connaisse extrêmement bien, déjà dans tous les soucis que vous pouvez rencontrer dans la gestion de votre cabinet, et notamment sur la manipulation des données de santé et l'organisation du planning et de toutes les tâches que vous connaissez peut-être si vous utilisez Docorga. L'objectif là, c'est qu'on prenne 3 quarts d'heure. Alors, si vous êtes sur une pause déjeuner, que vous travaillez effectivement, on va tenir les délais de façon à ce que vous puissiez continuer les consultations, ou si vous êtes off aujourd'hui, vous puissiez profiter pleinement de votre après-midi. Voilà pour la petite introduction de mon côté. Alexandre, je te laisse la parole. Eh bien, moi, je suis effectivement ravi toujours de notre partenariat, Florian, puisque c'est parce qu'on rencontrait des problèmes, Grégory d'un côté, moi de l'autre, sur la gestion du planning, sur la gestion des patients, sur le rappel des patients, que le frangin d'un le frère d'un psychomotricien s'est dit, mais pourquoi pas, pourquoi vous utilisez la fonction machin, la fonction truc et donc, je suis effectivement ravi de rappeler que c'est mais déjà 10 ans, même plus, il me semble, parce que c'était un sujet qu'on avait déjà abordé bien avant, en fait. Euh, c'est vraiment pouvoir répondre comme ça aux tâches administratives lourdes, pesantes. Enfin bon, je ne vais pas faire l'apologie de Korga. Si tout le monde est là, c'est parce que c'est déjà le cas. Hein, c'est qu'on a déjà vécu tous le plaisir d'avoir cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, je trouvais que c'était particulièrement pertinent qu'on puisse répondre en commun pour justement répondre encore une fois, comme il y a 10 ans, à des soucis qui sont partagés, avec des informations qui sont communes, avec des besoins qui sont communs aussi, et qu'on puisse à la fois vous répondre peut-être rapidement aux toutes premières questions, mais surtout réaliser un sondage qui soit le plus exhaustif possible sur les besoins particuliers que chacun d'entre vous, dans votre activité libérale et partout sur la France, vous rencontrez.
Alors, effectivement, tu demandais tout à l'heure si beaucoup travaillaient aujourd'hui autour de moi. Quand je dis autour de moi, j'ai la chance d'être autour de moi, version Guyane, Réunion, sud de la France, nord de la France, et donc d'avoir, depuis maintenant plus de 20 ans, parce que j'ai commencé en fait il y a 30 ans, à avoir des collègues justement et à partager et à mutualiser nos besoins. Je vois des têtes, dire des noms que je connais de longue date, d'autres plus récents, d'autres qui commencent tout juste à s'installer. Et donc, c'est justement le défi du libéral, c'est de répondre à plein de petites questions auxquelles les psychomotriciens, vous n'êtes pas préparés dans votre activité, j'allais dire, dans votre activité par votre diplôme, mais non plus dans une activité, je vais forcément enfoncer le clou, commerciale. Hein. Bien sûr qu'on n'est pas dans du commerce, mais ça n'empêche qu'on est quand même là pour vivre et faire vivre de votre famille. Et donc, il y a des fois, il faut oser poser des vraies questions. Et justement, je trouve que c'est intéressant le partenariat qu'on a régulièrement avec Florian, parce que ça m'oblige à poser des questions et à des vraies questions vues par l'extérieur auxquelles vous avez besoin qu'on réponde. Florian, Ouais, bon, ah, pardon. voilà. Hop. Oui, Et bah, pardon, je vous effectivement, je écoute. n'ai pas précisé. Bien sûr, vous avez compris, je suis le président des psychomotriciens libéraux depuis plus de 20 ans. Et avec Marc Champion, on avait lancé ça, justement, à l'époque où nous étions que 300, pour répondre déjà aux besoins de cette époque. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 en exercice libéral. Et pour autant, on ne répond pas à la demande. L'objectif, Florian, je te Alors, laisse. connaître donc, alors pourquoi un sondage? Effectivement, c'est pour connaître, même si on en a une vue assez globale lors des retours qu'on peut avoir, l'AFPL pour Alexandre et moi, nous, de Corga, on veut faire un sondage pour recenser toutes les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de votre cabinet. Je vais aller plus précisément là-dessus sur la slide suivante. Et ensuite, accompagner. Donc, accompagner sous différentes formes. Donc, pour Alexandre, plutôt des défenses et représenter la profession. Nous, on n'a pas on aimerait bien le faire, mais on n'a pas cette qualité-là de pouvoir vous défendre au niveau national, bien qu'en revanche, on puisse créer donc des guides. On l'a fait et on a le guide du libéral, je vous remettrai la couverture tout à l'heure, et l'AFPL en a produit un aussi. Et développer des outils, ça c'est en revanche davantage notre domaine de compétences et d'expertise. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début, mais on continue de développer des outils pour vous. Et donc, ce sondage nous permettra aussi de savoir si on est dans le juste ou dans le faux. Donc là, je mets par exemple alors, le guide. Voilà, Alexandre, si tu veux en toucher deux mots. Bah, ouais, simplement, il y a deux guides. Il y a le guide, effectivement, plus générique, qui concerne l'ensemble des professions, parce qu'il y a quand même bien des points communs sur toutes les professions paramédicales, avec des obligations, des contraintes, notamment, je pense aux contraintes d'accessibilité. C'est un des points sur lesquels régulièrement vous nous questionnez. Et notamment avec toute cette question de j'achète un nouveau local, j'ai une porte, j'ai une rampe, j'ai un bureau, etc., etc. Donc, comment gérer ça? Vous avez une partie dans le guide, justement, d'une part, plus générique de Docorga, et puis éventuellement, vous avez des éléments plus précis sur le document de la FPL, voir s'il y a vraiment besoin d'avoir le guide d'installation pour la validation de l'accessibilité. Nous avons aussi le guide d'accès au handicap, et plus précis. Donc, les deux sont à télécharger, hein, pardon, sur la plateforme Docorga et sur, bien entendu, le site AFPL, bien évidemment. Alors, je fais, Pour celui de si, Docorga, vas-y. on a lancé le premier, nous, l'année dernière, pour recenser toutes les difficultés qu'on avait en fait en termes de questions via notre support. Et puis les discussions qu'on a oralement avec vous en permanence. Les axes qu'on a nous, essayé de développer, c'est la co-rédaction. Donc évidemment, Alexandre et la FPL a participé. On a eu 18 co-rédacteurs.
Et toujours de Coria, bien évidemment, on est parti des psychomotriciens, mais aujourd'hui, on est très présent, voire leader chez les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psys et particulièrement donc les neuropsys. Nous, chez Docoria, notre volonté, c'est vraiment d'avoir une vue transversale ou pluridisciplinaire du soin. Et donc, en fait, notre valeur ajoutée ici, c'est de entremêler en fait ces différentes professions. Je sais que vous pouvez vous parler lorsque vous êtes en cabinet, mais parfois vous êtes souvent en cabinet de psychomotricien, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de psy, sauf dans les maisons médicales ou autres qui regroupent davantage de suivi pluridisciplinaire. Donc nous, on essaie en fait d'apporter une nouvelle brique avec justement une vue entremêlée de ces professions, de vos professions, qui ont en revanche tout à construire ensemble, puisque vous êtes déjà en construction et en suivi pluridisciplinaire du patient sur ces professions et bien d'autres d'ailleurs. Nous, en fait, l'axe du sondage et la raison de ce sondage, c'est que bien qu'on ait fait cette première version, on fait une nouvelle réédition comme on fera chaque année. Et il nous intéressait déjà de savoir si on avait abordé toutes les problématiques, puisque des nouvelles problématiques apparaissent, des nouvelles réglementations apparaissent, on n'est pas toujours au fait. Et aussi de savoir en termes de priorité. Donc, on a commencé un sondage qu'on a lancé vendredi. Donc, c'est une petite partie du sondage. Bien sûr, c'était une classification des thématiques que sont déjà recensées dans les deux books qu'on vient de vous présenter. Et savoir si on doit en développer davantage certaines plutôt que d'autres, plutôt que de les mettre toutes à pied d'égalité, alors qu'en réalité, dans votre quotidien, certaines vous tracassent davantage que d'autres. Donc là, on va vous présenter le résultat de la classification des thématiques qui faisaient partie de la première, de la première partie du sondage, de façon à pouvoir y répondre, vous dire si les éléments sont bien dans les books, parce que voilà, l'objectif, c'est pas de tout redire oralement. Certains écrits, comme on vient de vous le dire, sont là et vont être mis à jour par la suite. Alors, la façon de procéder sur ce sondage, donc la seconde partie du sondage, même d'ailleurs la première, c'est une étude quantitative. Donc, pour les non-marketeurs, mais même si c'est des termes que vous connaissez, en fait, il existe deux types d'études que vous pouvez connaître habituellement. C'est des études qualitatives ou des études quantitatives. Qualitatives, c'est par exemple, on vous questionne de façon orale, on discute avec vous, on élabore de façon totalement ouverte le champ des possibles d'un sujet ou davantage de sujets. C'est ce qu'on fait nous quand on discute avec vous à différents moments du processus d'installation. Quand ça concerne Docoria ou pas, hein, voilà, on peut partir de Docoria et finalement dériver sur d'autres sujets. C'est quand vous nous écrivez pour nous exprimer des problèmes. Voilà, c'est de la discussion. Le... Là, ce qu'on veut faire, c'est recenser, comme on disait, donc les problématiques, savoir celles qui sont davantage importantes ou qui vous occupent l'esprit plus que d'autres, mettre à jour. Et finalement, parmi ces problématiques, quelles sont celles qui sont effectivement les plus représentées? Donc ça, c'est la seconde phase. Donc lorsqu'on a recensé toutes les problématiques, on les a classifiées, on veut faire en fait une étude quantitative. Quantitative, bon, c'est les questionnaires, les oui, non, classés par ordre d'importance. Voilà, ce que vous avez pu peut-être rencontrer dans différentes études marketing que vous avez pu rencontrer ou des gens qui vous accostent dans la rue pour vous poser ce type de questions. Donc là, c'est de valider ou d'invalider certains sujets et de dépasser le ressenti. C'est vraiment d'avoir de la donnée métrique, de la donnée mesurable, qui peut parfois, en fait, à l'inverse de ce qu'on peut penser, aller à l'encontre du feeling, du ressenti. Et se dire, ah ben en fait, finalement, c'est plutôt ce sujet que vous avez en tête et on va plutôt explorer ce sujet-là, où on va plutôt, en fait, finalement, répondre à ce problème que vous avez. Donc, c'est pour dégager des grandes tendances, avoir donc des bases représentatives de la profession en termes de volume et sur un temps court. Donc, on vous promet, et ça, c'est toute la problématique, c'est de faire un questionnaire quantitatif qui recense pas toutes les problématiques que vous avez et que vous puissiez les noter, mais les principales, parce que sinon, on va vous faire une étude qui sera trop longue, qui va vous intéresser et qui va nous intéresser. Mais le sujet, c'est que pour avoir du quantitatif, il faut essayer d'avoir un maximum de participants. Donc, il faut qu'on trouve un compromis. Et ça, il me semble que c'est assez inédit. Est-ce que, Alexandre, tu avais pu en faire, ou est-ce que dans la profession, il y en a eu des études quantitatives comme ça
Alors faites. justement, voilà, c'est justement l'intérêt de ce partenariat, c'est que on a vraiment des points communs. C'est-à-dire que pour l'instant, on répond, cette étude quantitative, on l'a faite à partir de la quantité de mails et de demandes, notamment c'est Isabelle de Thomas maintenant qui gère ça, qui récupère, récolte et trie justement toutes les questions que vous nous remontez. Mais sauf que ça ne concerne que ceux qui nous remontent via la FPL leurs demandes. Donc l'intérêt là, c'est d'aller taper, d'aller vraiment répondre à un besoin beaucoup plus large, beaucoup plus précis. J'ai découvert justement que le prochain webinaire organisé par la FPL correspond à l'un des points qui déjà a été remonté aujourd'hui, hein, en tête de liste, alors que c'est un point qu'on n'a pas encore traité. Enfin, qu'on n'avait pas encore traité, en tout cas avec la FPL. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir une vision plus exhaustive et plus large de précisément l'ensemble de vos points. Ça permet d'y répondre sur les webinaires qu'on organise pour la FPL. Donc déjà, ça complétera toute la partie dossier écrite que vous pourrez avoir via DocOrga, peut-être un peu plus précis et spécifique pour les psychomotriciens via la FPL. Et puis, troisième point, c'est que tous les 2 ans, nous avons le congrès des libéraux, donc le carrefour des psychomotriciens libéraux, ce qui est l'occasion en général de vous faire des ateliers et des thématiques qui répondent le plus près possible à vos besoins. Et pour l'instant, c'était effectivement que sur un petit panel finalement de personnes qui remontaient leurs besoins. Donc ça complète totalement les deux missions. Ouais, de laisser, effectivement la majorité silencieuse, exprimer son avis et peut-être bouger les lignes en termes de représentation de celles qui, parlent tout le temps. Non pas que ce Ouais. soit parler. Voilà, et d'où l'importance que ce soit effectivement vraiment un sondage de masse, c'est-à-dire qu'on ait vraiment, si possible, j'allais dire idéalement, les 4000 réponses. Ouais. Ouais, c'est Surtout que m'en fous, c'est pas moi qui traite. bah, l'avantage d'un quantitatif, c'est que ce sont des chiffres, donc généralement, c'est juste des moyennes et ça, les questionnaires sont plutôt bien faits, les donnent directement. Donc à la limite, c'est plutôt le croisement de données. Ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est de dire, bah, certaines personnes Néné, bébé? et Ah, attention, il y a un micro qui est allumé, avec un bébé aussi. avec un bébé. Donc effectivement, le travail sera plus aussi de croiser les données, pas les prendre en disant: «Bah oui, il y a tant de personnes qui» comme ça là, c'est un exemple, un exemple. Il y a combien de personnes qui sont en mixte, ou à temps plein? Ça, c'est intéressant, mais nous, on veut aller plus loin effectivement dans l'étude et se dire: «Bah OK, parmi celles qui ont dit qu'elles sont mixtes, quelles sont les problématiques qu'elles ont?» Oui, en fait, on peut finalement, faire parler la donnée, de façon beaucoup plus, précise, et exhaustive. Donc, il y avait effectivement un 1er sondage sur la classification des thématiques qu'on avait recensées dans un questionnaire. C'est les 3 points, suivants qui sont ressortis en tête parmi, plusieurs centaines de réponses. Donc on a la numérisation du système de santé et la digitalisation de votre activité, le choix, du régime fiscal et la prévoyance retraite, comment anticiper? Donc c'était Voilà. une sacrée, Alors, moi, préparation pour nous. voilà, j'interviens parce que typiquement, la numérisation du système de santé, la digitalisation, on n'a pas eu une seule demande pour l'instant. Enfin, on a eu deux, trois demandes de temps en temps sur ce sujet-là, notamment sur les réseaux sociaux pour le coup, avec la difficulté de modifier le numéro ADELI pour obtenir le numéro RPPS. Pour nous, ça s'arrêtait là. Et donc, c'est là où c'est vraiment extrêmement intéressant, ce résultat déjà aujourd'hui, c'est de voir l'écart entre ce que sur la FPL vous pouvez récolter comme information et finalement ce qu'on a pu récolter grâce à déjà à vos résultats déjà aujourd'hui. Hein, puisqu'on avait effectivement le choix du régime fiscal, en général, c'est quelque chose qui arrive en tête pour nous. Et prévoyance et retraite, ben, c'est justement le prochain thème qui n'avait jamais été traité et qui, lui, sera traité en webinaire le 11 juin. Ouais, en fait, quand on s'en parlait, effectivement, on se disait: «Bah, ce serait pas mal de parler de la numérisation du système de santé». Alors s'il avait fallu choisir, ça tombait pile poil ça. C'est parfait. Ça pourrait presque être pipé, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment les 3 sujets qui sont tombés. Le premier m'arrange parce qu'effectivement, je vais pouvoir, vous, faire peut-être, sur le temps imparti, brosser le sujet, de façon,
assez large, mais tout en donnant pas mal de réponses sur ce qui s'est passé dernièrement. Régime fiscal, c'est un sujet assez complexe. Je ne sais pas si on aura, voilà, pour rentrer dans Ça, les c'est mon détails, domaine. dans l'e-book, nous, on l'a vraiment, ouais, mais alors, ouais, effectivement, il y a tellement de cas que je ne sais pas si on va pouvoir le faire de façon exhaustive. Si tu as la maîtrise totale là-dessus pour nous En 2 minutes, déjà, je pourrais répondre. voyons ses retraites, si c'est un sujet effectivement du prochain à l'aborder, ou commencer à l'aborder, et peut-être effectivement faire la promotion du prochain webinaire que tu organises. Alors, comment la première chat? Ouais, ok. On peut peut-être déjà prendre quelques minutes là-dessus? Encore une fois, là, c'est vraiment une réponse très courte. Les différents formats qu'on produit, donc les e-books qu'on vous a présentés, les webinaires, vous avez vu hein, sur la slide précédente, il y a différentes matérialisations de tout ça. Et puis, c'est des sujets, par exemple, le numérique en santé, on l'avait abordé, nous, dans l'e-book qui était sorti en juin de l'année dernière, mais on va le rendre un peu plus solide parce que c'est un sujet complètement d'actualité. Le sujet, alors, je me laisse. Normalement, j'ai des formations d'une heure et demie là-dessus. Donc, je me donne 3 minutes. Allez, top chrono, il est 13h07. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'en fait, du coup, on a France 2030 en ce moment, qui est un gros sujet du dernier quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, sur lequel la France est en train d'investir en masse sur des secteurs dits clés et stratégiques, dont la santé, tant mieux et donc investi donc, plusieurs milliards d'euros sur chacun des sujets. Pour le secteur de la santé, il y a le plan Ségur. Donc ça, c'est un autre terme que vous avez peut-être entendu justement dans France 2030, dans lequel il y a plusieurs milliards qui ont également été investis. Et c'est, grosso modo, la définition, c'est fluidifier l'échange d'informations de façon à améliorer l'efficacité des professionnels de santé et du soin de façon globale. Donc évidemment, ça passe par la numérisation. Et Emmanuel Macron l'a évoqué à plusieurs reprises, veut faire en fait de la France un des leaders mondiaux sur le secteur de la santé et de l'e-santé. Et donc, pour passer les détails, il y avait en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, et vous l'avez certainement vu, c'est qu'il y a, il y a eu il y a des problématiques d'échange d'informations. Vous, en libéral, vous avez des informations avec vos patients, sauf qu'en fait, dans la structure, si vous êtes en activité mixte, du patient ne suivent pas, parce qu'en fait, ça se trouve, vous l'avez mis sur votre papier, sur ordinateur, et ça se trouve, le patient est allé voir un autre psychomotricien avant son déménagement, et ces informations, vous ne les avez pas. Je ne parle même pas des informations de bilan que vous voulez avoir d'un patient lorsqu'il est en suivi, où il démarre un suivi avec vous et que vous aimeriez récupérer le bilan orthophonie, neuropsy, etc. Donc, vous voyez, en fait, vous, à votre échelle, déjà, vous voyez dans votre suivi les problématiques que vous pouvez rencontrer, mais en termes de patients aussi. Vous, avoir, je sais pas, vos vaccins quand vous étiez enfant, etc., etc. Voilà, c'est suivre, en fait, avoir un dossier numérique qui nous suit et qui permette, de façon globale, d'améliorer l'efficacité des soins pour avoir une vision globale de votre état de soins. Donc là-dessus, c'est le DMP, dossier médical partagé, qui a été renommé en Mon Espace Santé et qui a été officiellement lancé il y a quelques mois. Donc là, aujourd'hui, vous, en termes de patients, vous pouvez accéder et activer votre espace numérique qui est Mon Espace Santé. Je crois qu'en France, la moyenne sur le site, c'est écrit à 23-25% des Français l'ont activé, mais c'est assez pratique. Si vous allez chez le médecin ou si vous êtes parent, eh bien, en fait, votre femme, votre conjoint va chez le médecin pour votre enfant, eh bien, en fait, vous allez avoir sur l'application la prescription. Donc, pas besoin de vous revoir le soir pour aller chercher les médicaments. Vous pouvez en fait l'avoir directement sur l'application. Vous voyez, c'est en fait plein d'usages comme ça qu'on va avoir et qui vont faire en sorte que l'information circule plus rapidement. Évidemment, les questions de protection, de partage, etc., sont nombreuses. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom. C'est-à-dire que DMP, dossier médical partagé, faisait trop débat. Ils l'ont renommé. Et finalement, c'est à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, parce que vous n'êtes pas, vous êtes professionnel de santé, reconnu par le ministère de la Santé, mais vous n'êtes pas conventionné. Et vous savez qu'en fait, il y avait deux clans, ceux qui étaient conventionnés et qui avaient accès à tous les outils, ceux qui ne sont pas conventionnés comme les psychomotes et qui n'ont pas accès à tous les outils, adresse sécurisée de la sécurité sociale, MS Santé et tout un tas d'autres outils. Et donc, ce qui est pratique, c'est qu'avec le numéro RPPS, donc répertoire partagé des professionnels de santé, qui a remplacé pour vous déjà depuis le 13 mars, je crois, Oui, euh, c'est ça. le numéro Adélie, c'est qu'en fait, vous voyez que pour mettre tout le monde sur les mêmes rails et que l'information circule, il faut faire tout un tas
de travail en amont pour que tout le monde ait le même numéro, par exemple. Ça, c'est un sujet comme ça. Donc, avant, vous aviez le numéro ADELI. En plus, vous pouviez avoir plusieurs numéros ADELI en fonction des départements ou des régions. Et donc, en fait, en termes d'enregistrement et des informations que vous pouviez envoyer, eh bien, ça posait pas mal de soucis. Ce qui fait que beaucoup de professionnels sont en train de basculer sur le numéro RPPS pour ça. C'est un numéro national, même si vous êtes sur différents départements, vous n'en aurez qu'un. Et ça vous permet de vous identifier sous des plateformes comme un Facebook Connect. Avec votre numéro RPPS, vous allez avoir accès à Pro Santé Connect qui vous permet d'envoyer l'information ou de vous identifier sur des sujets ou des services nationaux en tant que psychomote. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu avec une carte CPE, carte professionnelle employée quand vous êtes dans un établissement de santé. Vous avez peut-être vu avec des professionnels, par exemple un orthophoniste, qui ont des petites cartes CPS qu'ils mettent dans le boîtier pour le remboursement Sécu. Eh bien, vous aurez en fait pas une carte CPS matérielle parce que vous n'êtes pas remboursé, mais vous aurez une carte ECPS, donc non matérielle, mais électronique qui vous permettra de vous authentifier avec votre numéro RPPS. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, maintenant, quand vous allez sur Annuaire Santé, maintenant vous êtes référencé et vous pouvez taper votre prénom, nom, vous avez votre numéro RPPS. Si vous avez un numéro ADELI, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes, il est encore valable, je crois, 3 ans. Donc, en fait, vous pouvez utiliser les deux et vous les affichez tous les deux. Mais le numéro RPPS, il va vous servir pour plein d'outils digitaux avec tous les enjeux que je vous ai présentés récemment, enfin, là, à l'instant. Et vous pouvez même, d'ailleurs, alors parfois ça fonctionne pas en fonction du RPPS, il y a un déploiement, un transfert progressif à une adresse MS Santé. Voilà, j'ai dépassé 2 minutes, mais pour vous brasser très large déjà le sujet. Et évidemment, Docoria, nous, on est en train de faire tout un tas de travail là-dessus parce qu'on va vouloir, en fait, dans Docoria, vous puissiez vous authentifier avec ça, avec votre numéro PPS. On va pouvoir, en fait, faire en sorte de façon contrôlée, évidemment, que vous puissiez mieux échanger les informations entre professionnels et aussi aux patients en étant connecté aussi à mon espace santé. Voilà. Bien, donc pour résumer quelque part en quelques secondes, c'est que bien entendu, il y a des mises à jour qui se font actuellement. Le ministère de la Santé est en train justement d'intégrer progressivement non seulement les professions conventionnées, mais bien entendu les professions non conventionnées comme les psychomotriciens. Ça date de lundi. Le ministère de la Santé a enfin bien réalisé qu'il y avait 4 professions de rééducation, dont pas que les kinés, les orthos, mais aussi les ergos et les psychomotriciens. Et d'ailleurs de comprendre qu'on a besoin de ce numéro de RPPS, qu'on a besoin de ce ICPS, et qu'on a besoin, ça c'est pour le petit clin d'œil parce qu'ils avaient oublié, on a besoin aussi de pouvoir circuler pendant le JO auprès de nos patients et de nos cabinets. Ils avaient oublié. Ok, incroyable. Voilà, donc c'est pour ça, ça fait partie des mises à jour. Donc certes, selon les départements, vous allez avoir comme ça des dysfonctionnements ou des accès progressifs qui se font. Puisqu'il s'agit de basculer de l'ARS au point de vue national. On pourra Ensuite, parler 1 heure et demie, hein, deuxième choix. effectivement. Ouais, deuxième thème, Ouais. moi j'ai 2 minutes, c'est ça? Le choix du régime fiscal. J'ai pris 5 minutes, tu peux prendre 5 minutes pour chaque sujet. Ouais. Choix du régime fiscal, pour faire très très simple, alors pour ceux qui sont adhérents à l'FPL, vous avez accès à un fichier, un tableau Excel qui vous permet vraiment d'aller encore plus affiner ce que je vais évoquer. Et pour faire simple, il s'agit de faire, d'une part, est-ce que je vais gagner moins de 70 000 euros ou plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année? Si je suis moins de 70 000 euros, la question du choix de régime fiscal se pose. Si je vais faire plus de 70 000 euros, c'est forcément déclaration contrôlée. Il y en a quand même très peu, donc on est plutôt pour les psychomotriciens dans le champ du choix entre déclaration contrôlée, micro-entreprise, pour faire simple, c'est les deux. Micro-entreprise, c'est auto-entrepreneur, c'est la même chose. Et là, il s'agit d'un forfait. C'est-à-dire que vous gagnez 1 000 euros chaque mois, enfin un mois, vous déclarez les 1 000 euros, vous payez 34% de charges, sont considérées comme étant
comment dirais-je, mise de côté. Et donc, vous payez vos impôts, vos revenus, etc., sur les 66% pardon, qui restent sur votre chiffre d'affaires. Donc, micro-entreprise, il y a un forfait de 34%. Forfaitaire, ça veut dire que ça inclut dedans la collaboration que vous reversez, ça considère le loyer, les papiers, les fournitures, l'assurance, etc. Si cette enveloppe est en dessous de 34% de votre chiffre d'affaires, bah, vous avez intérêt à rester dans le régime le plus simple, micro-entreprise, pas de comptabilité à faire, juste un livre de recettes-dépenses. Bien évidemment, la question se pose si vous avez plus de charges. Alors, la question se pose à deux points de vue. Si j'ai trop de charges, ça compromet la pérennité de votre exercice. C'est-à-dire que si vous avez un exercice avec plus de 34% de charges, est-ce que vous n'avez pas trop de charges par rapport à votre chiffre d'affaires? Et dans ce cas-là, attention. Ou alors, est-ce que vous en profitez pour faire passer plein de charges supplémentaires, la voiture, le téléphone du fiston, l'imprimante, voilà. On est enregistré, donc je ne vais pas trop dire. Mais il y a des tas de charges qu'on peut effectivement affecter à notre activité libérale, et pourquoi pas, tant que ça reste fiscalement valable. C'est validé de toute façon par une association de gestion qui a intérêt. Ce n'est plus obligatoire depuis 2 ans, mais vous avez quand même intérêt à le faire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous êtes à plus de 34% de charge, même si vous êtes à moins de 70 000 euros, il y a quand même nécessité de basculer sur la déclaration contrôlée, à condition que ce soit pérenne, c'est-à-dire à condition que ce soit quelque chose, un mode de fonctionnement qui soit régulier. Donc, pour faire simple, moins de 70 000 euros micro-entreprise. Attention, si vous avez plus de 34% de charge, ça peut valoir la peine, si c'est régulier, de passer en déclaration contrôlée. Et en tout cas, alerte, ça veut dire que vous risquez d'avoir une activité qui n'est pas rentable et donc mettre en péril votre système et votre équilibre familial d'abord, et puis votre vie, votre santé. Troisième point, c'est la question de la retraite et de la prévoyance. Le deuxième, juste, effectivement, alors nous, on voit aussi chez Decorga des professionnels qui n'ont, vu qu'on fait la facturation, vu qu'on fait la gestion des paiements, beaucoup de professionnels de santé qui nous posent des questions à ce sujet. Et j'ai l'impression qu'il y a certains professionnels, certains psychomotes se mettent une complexité inutile sur ce genre de statut, de régime. Là, c'est plus moi, mon avis, alors hors professionnel de santé, mais plutôt entrepreneur, c'est que notamment dans le cadre d'un lancement, il faut faire au plus simple. Enfin, on est d'accord, dis-moi, hein, c'est mon avis, on ne s'est pas concerté sur ce sujet, mais pour moi, en fait, demain, je me lance en tant que psychomate, je fais au plus simple. Peut-être que c'est pas le plus optimisé, mais je cherche pas à optimiser, je cherche à valider en fait quelque chose qui me plaît, quelque chose qui fonctionne, et effectivement à me désengager si possible. Et ça, la micro-entreprise, quelles que soient les activités, pas que pour psychomote ou professionnel de santé, c'est quand même le plus simple. Vous pouvez en fait, finalement, c'est pas le plus optimisé, encore une fois, mais bah, demain, vous voulez arrêter, vous arrêtez. C'est très simple à créer, c'est très simple à arrêter. Et puis, vous pouvez voir si ça vous plaît. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui nous sont remontées ou des personnes qui sont dans des situations en fait, qui les dépassent parce qu'ils cherchent la petite optimisation, sachant qu'en plus, vous êtes psychomote, vous n'êtes pas dentiste. Donc, les charges, effectivement, si vous les dépassez à 34%, c'est peut-être même un peu bizarre. Un dentiste, il a des machines, il doit faire de l'amortissement, il a plein de choses. Vous, en fait, effectivement, l'ordinateur, les tests, les bilans qui peuvent coûter un peu cher au départ en termes d'investissement, un peu de matériel, ordinateur, connexion Internet, et puis c'est fini. Dis-moi si je me trompe, hein, c'est peut-être. Et c'est un très, très bon retour de l'extérieur, mais c'est justement, encore une fois, là où on a cette chance de collaborer là-dessus depuis 10 ans, c'est que l'idée principale, c'est on se lance. Bien sûr que la première année ne va pas être rentable parce que vous achetez les tests, la table, le matériel de base, etc. Donc, forcément, cette première année-là, vous avez beaucoup plus de 34%, donc vous n'allez pas être rentable
Pour optimiser, il faudrait se mettre en déclaration contrôlée. Mais à l'année suivante et les années suivantes, c'est être en déclaration contrôlée avec un livre de compte, avec une déclaration en comptant, c'est tout de suite une usine à gaz. Et surtout, d'autant plus que la première année, on a d'abord besoin de se focaliser sur les patients, sur la diffusion de l'activité, sur la notoriété, sur son patient, et pas sur autre chose. Donc, l'optimisation n'est pas toujours... il faut optimiser en intégrant, encore une fois, la charge de travail que ça représente. Tout compte dans l'optimisation. Bon. Tout compte, et je ne sais pas si ça te convient, hein, Florian? De Ça te quoi? convient? Ça te convient comme remarque? Ah non, mais alors ça me convient pas. Je savais pas si on avait le même avis là-dessus, mais effectivement, dans d'autres termes, on dit la même chose. Effectivement, c'est vrai que les questions se posent en lancement. Vous pouvez avoir plein d'investissements qui font que la question se pose, mais elle se pose en fait sur le lancement, elle se pose pas sur le long terme et créer une société, c'est plus engageant et fiscalement peut-être moins intéressant étant donné en fait les charges que vous allez avoir par la suite. Donc effectivement, d'autres termes, on disait à peu près Hmm. chose et même Alors, des dérives aussi. Parfois, j'en vois certains qui, alors qu'ils n'ont rien, ils payent un comptable extrêmement cher. Certains sont en micro-entreprise et payent un comptable. Alors ça, c'est encore plus absurde. Je ne comprends même pas comment les comptables peuvent accepter ça. Voilà, effectivement. Et donc, du coup, c'est une sorte de cercle vicieux où bah, ça nécessite du conseil, ça nécessite en fait du temps et c'est pas optimal. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, hein. Ouais. En fait, bon, moi, je suis un peu vieille et du coup, j'ai j'ai une activité depuis pas mal d'années et à l'époque, il n'y avait pas tous ces régimes fiscaux qui étaient la micro-entreprise, auto-entreprise, etc. Donc, on n'a plus le choix de toute façon que de continuer tel quel, quoi, en fait. ah, pas du tout. On peut basculer très facilement, enfin très facilement, non. On peut basculer d'un régime à un autre, pas tous les ans, tous les 5 ans, 10 ans, etc. Hein. Mais enfin, parce qu'il faut que le temps que l'URSSAF comprenne qu'on a changé de régime fiscal. Mais typiquement, j'étais en déclaration contrôlée jusqu'alors. À partir de cette année, il se trouve que je bascule en régime de micro-entreprise. Micro-BNC, c'est quoi, du coup? Micro-BNC, exactement. C'est ça? D'accord. Voilà. Alors, Donc, c'est possible de modifier ça, parce que ça, je n'avais pas bien trouvé sûr, c'est l'information. une simple lettre aux URSSAF. D'accord. Il y a aux impôts, c'est tout. Alors, on fait les deux par sécurité, mais normalement, l'un ou l'autre suffirait. Mais une simple lettre, un simple courrier demandant que on arrête le régime de la déclaration contrôlée, qu'on bascule sur le régime micro-BNC ou auto-entrepreneur. Je ne suis pas encore concernée, mais c'est bien d'avoir l'info. Ok. Ouais. Voilà, mais là, typiquement, là, il faut plus de temps. OK? Merci. Mais ça pose aussi la question, justement, de la prévoyance, la retraite. On l'a vu sur 2020, pendant le Covid, un certain nombre de collègues qui étaient en micro-BNC ou autre entreprise n'ont pas cotisé à la hauteur de ce qui était nécessaire pour valider un trimestre, et notamment avec l'auto-entrepreneur. C'est le piège, c'est que si on ne travaille pas sur juin, juillet, août, septembre, ou pas assez pour valider un trimestre, eh bien, ça fait sauter un trimestre de cotisation. Sauf que c'est un trimestre tous les 4 ans, et bien ça fait une année de retraite, de départ à la retraite, de moins. Donc, c'est l'autre entrepreneur, le seul petit point, et pour ça que je traite particulièrement cela maintenant en 2 minutes sur prévoyance et retraite. Il faut prévoir ça. Alors, il y a la prévoyance, c'est autre chose, c'est en plus, on cotise en plus et autres. Hein, donc, il y a plein de manières différentes de cotiser. Ça peut être de l'investissement, ça peut être de la prévoyance pure et dure avec un organisme. Mais en tout cas, la retraite, il faut faire attention, en tout cas pour tous ceux qui sont en auto-entreprise, à bien valider chaque année la totalité de votre trimestre. Donc, parfois, ça vaut la peine de déclarer avoir gagné plus pour malgré tout cotiser, plus certes, mais pour cotiser et donc valider. Mais parfois, ça se joue à 2-3 euros. Hein.
C'est justement la réforme avant l'époque des Gilets jaunes, la réforme des retraites visait à être une retraite par points. Et parce que justement, il n'y avait pas ce problème d'égalité. Aujourd'hui, on est resté à l'ancien système qui est une validation par palier. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le palier, ça ne valide pas. On cotise, mais pour rien. Tu connais le seuil, Alexandre? On reparlera du seuil plus tranquillement. Là, justement, j'ai en train de me dire que j'ai trop de mémoire sur le seuil. Ok, je cherchais en même temps dans notre e-book. Ok. Ouais. Ouais. Ok, ok. C'est 1000, Victor. mais je vais dire des bêtises, je préfère pas. Voilà. Ok. Voilà, demander, voilà, envoyer un mail à la FPL sinon. Je le chercher dans notre e-book. Je sais pas si on l'avait mis, mais on le mettra Voilà. aussi. Et Ouais. c'est de l'ordre de 12 ou 13 000 euros. J'ai 13 500 euros en tête de chiffre d'affaires annuel minimum. Mais ça veut dire que par trimestre, il faut au moins déclarer les 4 000. Et si on n'a pas déclaré ces 4 000 quand on est entrepreneur sur un trimestre, Ok. en fait, on a le terme de prévoyance retraite, là, bien, c'est le résultat de votre sondage, là, en live. Donc, je n'avais pas anticipé cette question. Désolé, en plus, je t'ai posé une colle, mais en tout cas, Non, non, mais c'est vrai. on s'était dit aussi qu'il y a peut-être des sujets qu'on ne connaîtrait pas. Donc, de toute façon, on ne connaît pas tout. On n'est pas des bibles Mais vivantes. par contre, voilà, Ouais, par contre, pour le 11 juin, 13h, entre 13 et 14h, je réponds à ça. super. Ok. Et si vous avez des questions et également plus spécifiques, c'est aussi l'occasion de les intégrer dans des mémos qu'on produit. Nous, et je sais aussi, toi, à la FPL, on travaille avec des juristes, et notamment nous, pour notre partie spécialisée dans la protection des données. Il arrive pas mal de fois qu'on ait des questions et je ne connais pas la réponse. On est conseillé sur ce sujet-là. Et je crois que toi aussi, pareil, Bah, tout le pareil, on n'a pas le choix, aujourd'hui. on n'a plus le choix aujourd'hui. Est-ce que. Ouais, alors il est déjà 30. On va peut-être voir Ouais, si on a. en termes de timing, on est juste, hein. On est juste. On va clôturer là-dessus. Donc, le périmètre on n'en a pas parlé, ça, cela aurait peut-être dû venir un peu plus tôt, mais sur le périmètre, pour revenir sur le sondage, évidemment, en fait, c'est un sondage pour les psychomotriciens. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de notre e-book qui croise en fait les professions de la rééducation. Là, c'est un sondage psychomote. Euh, on traitera du sujet du libéral, de la gestion d'activité, tout ce qui est expertise soins. Nous, de Coria, on n'a rien à faire là-dessus, mais on a essayé aussi de scinder ou de couper ou de créer justement ce périmètre de façon à pas faire un questionnaire qui soit trop grand. Toutes les étapes, donc ça concerne tout le monde, donc de l'étude du projet d'installation jusqu'à la clôture de l'activité, puisque souvent, le problème avec ces books, ces mémos, ces webinaires, c'est que on a souvent beaucoup de gens qui sont en cours d'installation et qui se posent tout un tas de questions, et on a l'impression de perdre un peu tous ceux qui sont en activité. Mais au final, vous avez des questions qui sont à toutes les étapes, et on veut bien justement traiter tous les sujets et toutes les étapes, tous les modes et régimes. On en a parlé. Là, il y a beaucoup de questions qui viennent, par exemple, sur la collaboration et le contrat. C'est un sujet d'un des webinaires à venir, ou peut-être passé, je ne sais plus, Alexandre. Oui, il y a des passés, il y a des futurs, mais de toute façon, ils seront traités en futur, hein. Je crois que tu en avais une là récemment faite ou à venir sur les contrats, les rétrocessions et autres. Mais Collaboration, on vient de le faire, mais on le refera de toute façon au mois de juillet, parce que c'est un thème récurrent, ouais. euh, avec des problématiques récurrentes, notamment la question du remplacement, collaboration, ce qu'on doit faire, et la notion de collaboration, elle est ambiguë. Elle est ambiguë puisque un titulaire doit avoir absolument donné les moyens aux collaborateurs de développer sa propre patientèle. Ça, c'est une obligation de la loi de 2005, mais dans le même temps, bien entendu, le collaborateur doit maintenir l'activité attachée au cabinet. Et vous voyez la confrontation des deux. Alors justement, Elisabeth parlait des vieux. J'en fais partie, hein, pour ça que je me permets. Et pour avoir vu les collaborations telles que c'était envisagé et fait bien avant 2005,
Et les collaborations telles que ça doit se faire depuis 20 ans, ça n'a plus rien à voir. On doit vraiment imaginer que la collaboration, maximum après 5 ans, se transforme en association. Et voire même s'il s'agit finalement vraiment d'un surcroît d'activité pour lequel on est certain qu'il y a une vraie demande et qui va être pérenne, on devrait, en toute logique et d'un point de vue éthique, non pas proposer une collaboration, mais plutôt tout de suite une association. Voilà. Mais ça fait partie de... Il y a un vrai débat et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en visio tranquillement tous ensemble. En termes de date, donc lancement du sondage avec un pré-sondage qu'on a fait sur la classification aujourd'hui. Fin mai, on va ouvrir le vrai sondage, entre guillemets, avec toutes les problématiques sur lesquelles vous allez pouvoir y répondre de façon quantitative. Oui, non, un peu, beaucoup. On essaie, alors on a passé la date de mi-juin pour la clôture du sondage. La date est encore à préciser, ce sera mi-juin, fin juin, on verra. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, alors chez Docoria, peut-être toi, Alexandre, tu nous diras, mais c'est de pouvoir profiter un peu de la baisse d'activité de l'été pour justement travailler là-dessus et refaire notre e-book qui va sortir soit durant l'été, soit à la rentrée, mais aussi produire d'autres types de contenus en nous servant de toutes ces données. Mm. Voilà sur le planning. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses, Alexandre? Je sais pas jusqu'à Euh, quand on non, s'était... moi c'est tout bon. J'étais en train de chercher mon chiffre, j'arrive pas à remettre la main dessus. Ça m'énerve. Donc, en fait, parce qu'il justement, il y en a plusieurs. Donc, je veux pas, comme je suis pris au dépourvu, je ne veux pas dire de bêtises. Je préfère toujours, et d'ailleurs tu l'as pointé, je préfère toujours revérifier, parfois même si on a des réponses a priori déjà connues, malgré tout, régulièrement, on revalide, on fait revalider par un conseiller juridique toutes les informations qu'on vous transmet. Et j'ai cette démarche depuis toujours, enfin avec l'AFPL et toi, tu l'as aussi avec DocOrga, c'est qu'on a des réponses, mais avant, on vérifie. S'il y avait un dernier point, que justement, c'est le temps de conservation des données. Ça fait partie des débats qu'on a régulièrement. C'est ça. Oui, on pouvait effectivement, il y a un sujet qui est souvent posé, donc je ne sais plus pourquoi on en reparlait initialement, mais effectivement, il y a la durée de conservation. Donne-toi effectivement ta... Eh ben, il y a deux versions, en fait. Il y a Hmm. la version CNIL, qui est la version DocOrga, euh, qui est la version, de toutes les données qui sont stockées en informatique doivent être conservées et au moins pendant 20 ans. Donc, vous avez la CNIL qui dit une certaine chose. Vous avez l'article, de mémoire, c'est 1117, qui lui confirme que c'est 1117-2, je crois. 1112, non, 1112-7, je vais y arriver, le dyslexique qui parle, qui lui confirme que les données de santé doivent être conservées au minimum 20 ans, mais ça concerne les institutions. Donc, pour les libéraux, il n'y a pas de texte de réglementation propre aux libéraux concernant les données de santé par l'ordre des médecins et par le Code de la santé. Donc, vous avez deux informations différentes, l'une de la CNIL, l'autre du Code de la santé. Et Code de la santé qui dit, en fait, rien, allez, ce serait mieux de les garder 10 ans par conscience professionnelle, mais il n'y a pas de loi qui oblige véritablement à garder les données. Et la CNIL, donc toutes les données qui sont informatisées, qui dit si vous devez les garder. Alors, quelque part, ça va nous arranger parce que le dossier de santé partagé et le ICPS va régler le problème. Vos données de santé seront stockées sur la carte ICPS, vos dossiers, vos bilans, etc., scannés, toc, c'est déposé. Et puis à partir de là, on n'a plus de problème de stockage. Donc, quelque part, le débat va être levé. On va enfin arrêter de se chamailler, toi et moi.
Oui, parce qu'en fait, bon, la CNIL, effectivement, indique un délai de conservation de 20 ans et non 15 ans en base active et 5 ans en base, enfin 5 ans en base active, c'est-à-dire que vous devez accéder à la donnée rapidement, donc vous l'avez sous la main ou dans le cabinet, et 15 ans en base intermédiaire, qui est de la conservation, on va dire, peut-être de grenier, de cave, sur du long terme. Et effectivement, la durée de conservation en tant que telle n'a pas d'importance, c'est la finalité qui nous intéresse, et c'est l'échange d'informations pour la pérennité du diagnostic qui aurait été posé ou des bilans que vous auriez faits et qui peuvent contribuer à un diagnostic. Finalement, pour certaines pathologies ou certains troubles, euh, que vous soignez continuellement, pour lesquels vous faites des bilans, il me semble que les bilans ont vocation à rester ou peuvent en fait évoluer ou être mis à jour, mais de toute façon peuvent dans le temps être toujours pertinents. Tu me dis si je me trompe, hein. Donc voilà, bon, regardons pas forcément la législation, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais plutôt la finalité. Et effectivement, dans la thématique qui a monté dans le sondage, c'était la numérisation. La numérisation est là pour justement rendre utile cet échange d'informations, et la conservation sera un sujet subsidiaire une fois qu'il y aura tout ça qui aura basculé. En tout cas, nous, on est en train de faire un énorme travail chez Docora parce que tel que tu l'as présenté, c'est oui, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est pas réglé là. En fait, il y a juste l'État qui a mis les voies, les rails, et les logiciels doivent faire en fait toute une bascule, tout un travail énorme qu'on a à faire, mais on sera évidemment présent, on répondra présent pour que ça soit les psychomotes, soit pas la dernière roue du carrosse, et puisse bien sûr se brancher et échanger avec les professionnels de santé et les médecins, euh, parce que c'est évidemment pour rendre le soin plus efficace, mais aussi pour défendre la profession, comme on disait tout à l'heure, que voilà, vous ne soyez pas à la fin et laissé pour compte. Hum. Il nous reste, Dernière chose, l'obligation de donner, bien entendu, de donner le dossier à un patient qui le demande. C'est-à-dire, vous avez un patient en cours, vous avez un délai maximum de 5 jours pour transmettre toutes les informations. Donc, ça reste très important. C'est-à-dire de pouvoir accéder facilement à cette information et pouvoir lui transmettre. J'ai dit 5 jours, 15 jours, pardon. je sais plus en nombre de jours. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste quelques minutes. Alors, peut-être sur les thématiques qui étaient remontées plus haut, ou peut-être des sujets sur lesquels on ne pourra peut-être pas y répondre ou y répondre globalement, mais c'est toujours intéressant pour nous sur justement l'élaboration de ce sondage. On peut recenser, ou vous pouvez peut-être jeter maintenant tous les sujets qui vous intéressent. On fera une copie pour bien s'assurer qu'ils sont bien mis dans le sondage, ou on évoquait certains s'il y a des questions qui reviennent. Vous pouvez utiliser le chat ou oralement, si ça ne devient pas la cacophonie. Moi, j'aurais bien aimé faire le point sur les déclarations obligatoires, enfin avoir vraiment ce qu'il faut déclarer, parce qu'en fait, j'étais un petit peu perdue avec l'URSSAF, déclaration au niveau des impôts, parce que j'ai l'impression que j'ai rien à déclarer en termes d'impôts parce que j'ai pas de local. Enfin voilà, je suis un peu perdue à ce niveau-là, et donc pour avoir vraiment être sûre que je fais tout bien et que j'oublie pas un truc. Alors, vous avez plusieurs choses. Première chose, si vous êtes en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, ce n'est pas les mêmes choses. Vous êtes en micro-entreprise ou déclaration contrôlée? En micro-entreprise. D'accord. Une micro-entreprise avec une déclaration au mois ou au trimestre? J'ai fait au mois. Au début, j'avais fait au trimestre et je me suis rendu compte qu'il fallait que je change, donc j'ai fait au mois maintenant. D'accord, donc au mois. Donc déjà, vous avez cette obligation de se déclarer tous les mois. À partir de ce moment-là, le problème est réglé puisque ça apparaît directement sur votre feuille d'impôt et donc sur ce qu'on appelle la 2042 classique, hein. Donc c'est la déclaration de revenus commune à tout le monde, j'allais dire. Ça apparaît directement et à partir de là, ça roule. Seule chose, effectivement, peut-être que vous avez évoqué, qui est ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, qui, elle, en fait, est associée à votre déclaration URSSAF, c'est-à-dire que vous l'avez faite sans le savoir, c'est-à-dire que quand vous vous êtes inscrite auprès des URSSAF, vous avez déclaré le lieu d'activité libérale. À partir de ce moment-là, dans les 2 ans, enfin la première année, vous êtes exonéré, mais donc la deuxième année, vous avez
les impôts, vous inquiétez pas, ils n'oublient pas, qui vous envoient un petit courrier en vous disant « Youhou, quelle est la surface, quelle est la taille, qu'est-ce que vous avez ?» Donc, et en fonction de la taille de votre local et de votre chiffre d'affaires, l'année suivante, vous avez effectivement la CFE qui tombe, hein, donc c'est-à-dire simplement aller sur votre site de déclaration des impôts professionnels, pour le coup, donc avec votre numéro d'URSSAF, et là, vous avez la CFE à payer. Donc, dès la deuxième année, normalement, vous devez avoir la déclaration de CFE à verser. Ça, c'est valable si on est installé, si on a son local. Là, par exemple, moi, je démarre en collaboration. C'est pas une question de local. C'est pareil. Vous avez déclaré votre activité et en fait, même si vous êtes en collaboration, vous utilisez un local, vous devez déclarer la surface du local que vous utilisez. La bonne nouvelle, c'est qu'en collaboration, même si vous êtes 3 sur le même local, ben, vous payez 3 fois la CFE. Même si vous travaillez depuis chez vous, les personnes qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui travaillent depuis chez eux, qui n'ont pas de local, qui n'ont rien, ils payent une CFE. Voilà. Et En ça, moyenne, on sait à combien ça... voilà, c'est ce que j'allais dire. En moyenne, on est entre 300 pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 35 à 40 000. Enfin, donc en dessous, hein, il y a un plafond minimum. Donc le minimum, c'est aux alentours de 300 et ça va jusqu'à 800. Okay. Et parce que je comprends pas, là, j'ai reçu des choses avec la CIPAV. La CIPAV, c'est la caisse de retraite. Ouais. La caisse de retraite, en fait, c'est l'URSSAF. Vous avez un seul interlocuteur aujourd'hui. Hein, donc enfin, c'est plus simple. Donc, dès que vous avez fait votre déclaration d'activité, l'URSSAF a transmis et à l'assurance maladie et à la retraite, CIPAV, et donc ils vous transmettent simplement le montant de ce que vous avez versé et des cotisations que vous avez versées. Vous ne versez que à l'URSSAF. Ok. Enfin, j'espère. Bah oui, mais c'est que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse deux déclarations, une sur l'URSSAF et une sur impôt. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Vous êtes en train de parler pour les vieux, là. Ah oui, je sais pas. Parce que Et j'avais les reçu un bêtises courrier oubliées parce que... m'indiquant que je devais déclarer avant telle date. Non, Pour la CFE, ça va. Bon. Voilà, vous avez la CFE la première année et vous avez pour la CIPAV, c'est l'URSSAF qui récolte. Donc, vous devez effectivement déclarer votre chiffre d'affaires soit mensuellement, soit à l'année. Et en fonction de ce que vous déclarez soit mensuellement, soit à l'année, la CIPAV collecte d'un côté, l'assurance maladie, etc. Mais tout ça, c'est l'URSSAF qui récupère. Ok. Bon, d'accord, merci. Bah, j'espère avoir. Sauf cas particulier, mais je ne vous verrai pas d'autres systèmes. Ok. Bon, bah, j'oublie rien. Merci. Bon, en tout cas, merci de cette remarque. De rien. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Là, je vois dans le chat, il y a différentes questions qui ont été posées. On ne va pas y répondre maintenant, parce qu'on n'aura pas le temps. En revanche, moi, j'ai bien pris note des sujets qui ont été évoqués. N'hésitez pas à en ajouter, de façon à ce qu'on puisse faire une petite collecte. Voilà, bah, business plan, si, je n'avais pas vu, moi. Aide financière pour l'installation, business plan, bah, tout ça, ça fait partie des thématiques sur l'installation libérale. Là, pour le coup, on traite spécifiquement de comment on peut s'installer en libéral. En général, c'est le mois de juillet ou de septembre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis, le congé maternité. Voilà, ça fait partie des thèmes aussi. On n'a pas le temps, là, c'est bon. Non, ouais. Florian, je te laisse gérer le temps. Ouais, Obligation légale de formation, pareil, c'est obligatoire. Hein, donc vous avez l'obligation de vous former de manière triennale parce que vous êtes par profession paramédicale. Vous avez le FICHPL qui finance à hauteur de 650 € par an à partir de cette année. FICHPL auquel vous cotisez obligatoirement via justement l'URSSAF. Hein, donc ça, c'est encore une fois une cotisation
forfaitaire, j'allais dire. Donc, vous cotisez 100 euros à peu près, je fais à la louche, hein, une centaine d'euros par an pour pouvoir bénéficier de 650 euros de formation. Cette formation, elle est validée par le FIFPL, plus exactement, elle est validée par moi, puisque pour les psychomotriciens, il faut qu'il y ait un représentant des psychomotriciens qui valide que la formation est bien dans le champ professionnel des psychomotriciens. Donc, apiculture, non, psychomote, relaxation, machin, hypnose, que vous voulez, oui. Mais en tout cas, vous avez par ailleurs une obligation de formation triennale, c'est-à-dire une formation validée par l'ANDPC, l'Agence nationale du développement professionnel continu. Donc, c'est par contre financé par le FIFPL. Donc, c'est pris en compte, c'est financé par votre fonds de formation standard. Bon, mais c'est toutes ces petites questions, justement, merci, parce que ça confirme qu'on avait raison avec Florian, de se dire qu'il fallait mettre en commun toutes les questions que vous venez de balayer dans le chat, que je vois Florian noter précisément, eh bien, c'est effectivement toutes ces questions auxquelles on doit absolument avoir répondu, soit comment dirais-je, dans le livret générique des professions de DocOrga, soit spécifiquement, s'il s'agit spécifiquement de la psychomote, la NDPC, par exemple, en fait partie, hein, par exemple. OK. Est-ce que la dernière question qui est intéressante, moi est-ce que la rétrocession est une charge ou pas? La rétrocession, je ne connais pas. La redevance, je connais. Redevance. Ça a été écrit comme ça. Alors, Effectivement. voilà. Donc, la rétrocession, c'est une erreur de langage. Il y a plein de professionnels qui utilisent le terme de rétrocession pour la collaboration, alors que la rétrocession, c'est entre deux professionnels de santé. C'est juste un patient qui me paye, et puis finalement, l'acte est réalisé par quelqu'un d'autre, parce qu'il a plus de compétences. Non, vous parlez de redevance, et la redevance, c'est une location. C'est ni plus ni moins qu'une location meublée. Donc, c'est une location de fauteuil. Et à ce titre-là, c'est une charge exactement comme une simple location. Hein. Et donc, justement, ça doit être pris comme tel, et d'un point de vue comptable, et dans la manière de gérer. Ça veut dire que si j'ai une redevance que je verse, mon chiffre d'affaires, c'est bien le chiffre d'affaires complet dont je dois tenir compte. Je ne déduis pas la redevance. Fait partie des 34% de charge. Ouais, ça, c'est récurrent, ça. Ouais, celle-là, elle est. Bon, vous avez une FAQ, hein. Vous avez sur le site AFPL, vous avez une FAQ qui reprend 90% de ces genres de questions. Ouais, c'est des classiques. Ouais. Je voulais la reposer parce qu'effectivement, nous, on la voit tout le temps, celle-ci. Et ça fait partie justement des classiques. Je crois que nous, on la retraite aussi dans l'e-book. Et ça ne m'étonnait pas que toi également, elle soit dans des FAQ. Ah non, mais il y a trop de questions. Je vois Annabelle, génial, cette question. Oui, est-ce qu'on peut utiliser le CPF? Ben, le CPF, c'est indépendamment de notre activité salariée ou libérale. L'activité CPF, enfin le compte CPF, pardon, lapsus, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, à votre convenance. Là, pour le coup, vous n'êtes pas tenu de faire une formation en lien avec votre activité professionnelle. C'est la seule grande particularité. Donc, vous voulez faire une formation d'apiculture, vous pouvez le faire avec le CPF. Ah, mais bon, on pourrait partir encore 2 heures. Ok. Bon, très bien. En tout cas, avec ce premier point d'aujourd'hui, on lance le grand sondage. On vous attend nombreux. Là, c'est vraiment, il faut qu'on ait l'ensemble de la profession et qu'on puisse ensuite pouvoir nous travailler sur des supports comme cela qui représentent la profession, vos questions. Et puis oui, ensuite aussi que Alexandre puisse défendre vos intérêts auprès des différentes entités publiques. Il y a à faire. Il y a à faire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les. Là, il y en a qui défilent encore dans le chat, on les prend. Pareil, si vous avez quand vous aurez accès à ce sondage, faites-le circuler à l'ensemble des professionnels qui sont dans un cadre libéral. On l'a bien dit, il y a bien le périmètre qui a été reprécisé tout à l'heure.
de façon à ce qu'on ait une vraie tendance de vos préoccupations et qu'on puisse y répondre le mieux possible. Voilà. Nous, par exemple, j'ai parlé d'outils, il y a tout ce qui est PCO, qui est un gros sujet pour Alexandre aussi, sur lequel on travaille beaucoup, beaucoup en ce moment, qui fait débat, on le sait, mais voilà, c'est par exemple des usages ou des évolutions de la profession sur lesquelles il peut y avoir une application aussi bien de formation, de webinaire, de tout un tas de supports, mais aussi de en termes d'application. Si on connaît vos préoccupations, on peut développer des outils pour automatiser tout ça ou simplifier les choses. Voilà, t'as un mot à rajouter, Alexandre? Pour le mot de la Non, fin. c'est bon. Ouais, on va s'arrêter. Tu as le mot de la fin. Allez, merci à toutes Merci, et à tous pour merci votre participation. Merci. pour ton aide, en tout cas pour les psychomotriciens depuis toujours, et ton engagement pour notre profession. C'est important de le dire. Parce que ce que vous ne savez pas, et je le dis, ce que vous ne savez pas, c'est que la plateforme est vraiment faite pour nous. D'abord, C'est sympa, Alex. c'est vrai, il faut le dire. Ah oui, 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 ça a été conçu pour les psychomates, ça c'est sûr, ouais. Effectivement, il y a pas mal de psychomates qui ne nous connaissent pas encore, mais ça veut dire que ça, la profession est en train de grandir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on avait fait à peu près le tour, et je vois, comme tu sais, plus de 4000 professionnels de santé, enfin psychomates en libéral. La profession a vraiment énormément décollé dernièrement, et c'est chouette. Je trouve ça génial. Bon, Allez, à très bientôt tous. Merci d'être là ce jour de férié qui est travaillé pour nous en libéral. Oui, c'est ça. à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.